Mon père m'a posé un ultimatum, m'excuser auprès de ma sœur ou être retiré de la fiducie familiale. J'ai calmement dit, d'accord. Cette nuit-là, j'ai fait mes valises et je suis parti. Le lendemain matin, l'avocat de mon père a appelé, la voix tremblante, « S'il vous plaît, dites-moi que vous n'avez pas activé cette clause. » 5 minutes plus tard, papa a envoyé un texto, « Peut-on parler ?» Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple déjeuner de famille pourrait me pousser vers une décision qui redessinerait discrètement le reste de ma vie. Je m'appelle Félicie. J'ai la petite trentaine et, jusqu'à cet après-midi-là, je croyais encore que préserver la paix valait presque n'importe quel coût personnel. Nous étions à peine à la moitié du repas quand mon père l'a finalement dit à voix haute calmement, fermement, comme s'il l'avait répété dans sa tête bien avant que nous nous asseyions. Tu t'excuses auprès de ta sœur, ou tu acceptes les conséquences financières. Il n'y avait pas de voix élevée, pas de pause dramatique, juste de la certitude. J'ai demandé ce que « conséquences » signifiait, même si je le savais déjà. Il a répondu sans hésitation, je serai retiré de la fiducie familiale. Je l'ai regardé, attendant que quelqu'un intervienne, pour adoucir les mots, pour suggérer une autre option. Personne ne l'a fait. J'ai senti la pression familière de m'expliquer, de justifier ce qui s'était passé, de défendre ma version de l'histoire. Au lieu de cela, j'ai dit un seul mot, d'accord. Il a atterri plus lourdement que n'importe quel argument que j'aurais pu avancer. Mon père a hoché la tête, satisfait, convaincu que la situation était sous contrôle. Cette nuit-là, j'ai emballé mes vêtements, des papiers importants et les quelques affaires qui m'appartenaient vraiment. Je n'ai pas laissé de mots. Je n'ai pas annoncé ma décision et je n'ai pas attendu de permission. J'ai fermé la porte derrière moi sans me retourner. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné avant que j'aie fini mon café. La voix de l'avocat de la famille est parvenue, vive et haletante. « S'il vous plaît, dites-moi que vous n'avez pas déclenché cette clause, » a-t-il dit. « Parce que si vous l'avez fait, votre père n'a plus le contrôle. Si vous voulez comprendre comment un seul mot a dénoué des années de pression silencieuse, prenez un moment pour vous abonner et partager vos réflexions, car cette histoire ne se termine pas là où ma famille s'y attendait. Avant que tout ne finisse par voler en éclats, ma famille avait toujours fonctionné au sein d'une structure qui semblait prévisible, ordonnée et discrètement restrictive. J'ai grandi dans un foyer où le calme importait plus que l'équité et où éviter les conflits était traité comme une responsabilité morale plutôt qu'un choix. Lorsqu'une tension apparaissait, elle était rapidement aplanie, parfois si rapidement que le véritable problème n'était jamais abordé. J'ai appris très tôt que pour que les choses restent agréables, il fallait souvent que quelqu'un garde le silence, et cette personne, c'était généralement moi. Ma sœur était le centre autour duquel de nombreuses décisions tournaient discrètement. Lorsque des erreurs se produisaient, des explications étaient offertes en son nom, souvent avant même qu'elle ait besoin de les demander. Si ces paroles provoquaient des frictions, elles étaient recadrées comme des malentendus ou des réactions au stress. J'ai remarqué à quelle vitesse l'inquiétude remplaçait la responsabilité et avec quelle facilité les conséquences s'adoucissaient une fois que les émotions entraient dans la conversation. Personne n'a jamais appelé cela de la protection, et pourtant, c'est exactement ainsi que cela fonctionnait. Mon père croyait profondément en l'harmonie, bien que sa version de l'harmonie dépendît de la soumission plutôt que de la résolution. Chaque fois qu'un désaccord surgissait, sa réponse suivait un rythme familier. Il me demandait d'être patiente, d'être flexible, de prendre du recul pour le bien de tous les autres. Il présentait le compromis comme de la maturité, même lorsqu'il exigeait constamment que la même personne se retire. Avec le temps, ces demandes ont cessé de paraître temporaires et ont commencé à sembler permanentes. Ma mère soutenait les décisions de mon père avec constance, bien que rarement avec enthousiasme. Elle croyait en l'unité, en la présentation d'un front stable et en la confiance que les choses finiraient par s'équilibrer. Quand je me tournais vers elle pour être rassuré, je recevais généralement de doux rappels sur la loyauté familiale et la vision à long terme. Elle ne rejetait pas mes sentiments d'emblée, mais elle ne remettait pas non plus en question le système qui continuait de les produire. Le silence est devenu sa façon de maintenir la paix. L'argent et le soutien financier n'ont jamais été abordés comme des outils de contrôle, et pourtant leur influence était toujours présente. L'aide venait avec des attentes qui n'étaient jamais écrites, mais toujours comprises. L'indépendance était louée en théorie, bien que découragée en pratique lorsqu'elle menaçait l'équilibre existant. Les choix qui s'alignaient sur les préférences familiales étaient accueillis avec approbation, tandis que ceux qui ne le faisaient pas étaient discrètement remis en question jusqu'à ce qu'ils paraissent irréalisables.
Avec le temps, j'ai appris quels chemins menaient au confort et lesquels menaient à la distance. Je me suis adapté en devenant autosuffisante de manière facile à ignorer. J'ai appris à ne pas demander de validation, non pas parce que je n'en avais pas besoin, mais parce qu'elle arrivait rarement sans condition. Je réglais mes problèmes seul, je résolvais les désaccords intérieurement et je mesurais mon succès en privé. Chaque fois que je gardais le silence, le schéma se renforçait. Et chaque fois que je m'adaptais, l'attente devenait plus forte. Cette dynamique n'a pas explosé du jour au lendemain. Elle s'est installée lentement, renforcée par de petites décisions et des compromis répétés qui semblaient inoffensifs isolément. Je ne la voyais pas clairement quand j'étais dedans, car elle avait toujours été là, façonnant mes réponses avant même que je réalise que j'avais le choix. Cet après-midi-là, toutes les limites de ma famille ont été officiellement franchies. Ce qui était censé être un déjeuner de famille normal a basculé au moment où la conversation a cessé d'être décontractée pour devenir ciblée. Ma sœur, Diane, a annoncé qu'elle avait déjà décidé de vendre l'une des propriétés familiales et que les documents étaient en cours de préparation. Il n'y avait aucune hésitation dans sa voix, aucune pause pour demander un avis, juste une déclaration livrée comme si le résultat avait déjà été convenu par tout le monde à table. J'ai demandé quand cette décision avait été discutée, car je n'avais participé à aucune conversation à ce sujet. Diane a répondu qu'il n'était pas nécessaire de consulter tout le monde lorsque l'action était requise, surtout quand les retards causaient des complications. J'ai essayé de rester mesuré en expliquant pourquoi la vente soulevait des préoccupations qui ne pouvaient être balayées d'un revers de main. La propriété avait une valeur à long terme, des obligations non résolues et des implications financières qui affectaient plus d'une personne. J'ai demandé d'où venaient les chiffres et qui les avait examinés, car la transparence importait lorsque les décisions entraînaient des conséquences au-delà de la simple commodité. Diane a rejeté ces questions presque immédiatement, disant que je réfléchissais trop à des détails qui ne faisaient que ralentir les progrès. Elle m'a accusé de créer des problèmes là où il n'y en avait pas, présentant mes objections comme un autre exemple d'ingérence inutile. L'échange s'est rapidement envenimé une fois qu'elle est passée de la défense de sa décision à l'attaque de mes intentions. Diane a dit que j'avais l'habitude de compliquer les choses simples, que j'avais toujours besoin de plus d'explications, de plus de discussions, de plus de temps. Elle a affirmé que ma participation rendait tout plus difficile, surtout lorsque les décisions exigeaient de la confiance plutôt que de l'hésitation. J'ai répondu que la responsabilité n'était pas la même chose que l'obstruction et que se précipiter sans clarté créait souvent des dommages qui ne pouvaient être réparés plus tard. Mes mots avaient à peine atterri que mon père est intervenu. Il m'a coupé en pleine phrase, son ton ferme et indubitablement final. Il a dit que ce n'était pas le moment de débattre et que Diane avait déjà géré la situation de manière appropriée. J'ai tenté d'expliquer que je ne remettais pas en question l'autorité, seulement le processus, mais il n'a pas laissé l'idée aboutir. Il m'a dit que défier ma sœur devant tout le monde était inacceptable, que cela sapait l'unité et que mon refus de rentrer dans le rang devenait une habitude qu'il n'était plus disposé à tolérer. J'ai demandé pourquoi l'inquiétude était traitée comme de la défiance, surtout lorsque la décision affectait des intérêts communs. Mon père n'a pas répondu à cette question. Au lieu de cela, il a recadré la situation comme une question de respect, insistant sur le fait que la loyauté au sein de la famille exigeait de la retenue. Il a dit que les désaccords devaient rester privés, que l'opposition publique créait la division et que mon comportement le forçait à aborder un problème qu'il avait ignoré pendant trop longtemps. La conversation a cessé de porter sur la propriété pour se transformer en une évaluation de mon rôle au sein de la famille. C'est à ce moment-là qu'il a lancé l'ultimatum sans élever la voix. Tu t'excuses auprès de ta sœur, ou tu seras retiré de la fiducie familiale. Les mots étaient clairs, délibérés et ne laissaient aucune place à l'interprétation. J'ai attendu une clarification, une version plus douce, que quelqu'un suggère une alternative, mais rien n'est venu. Diane est restée silencieuse, observant, son expression stable et pleine d'attente. Ma mère n'est pas intervenue, choisissant plutôt de baisser les yeux, comme si le moment passerait plus vite si elle ne s'y engageait pas. J'ai senti la pression familière de céder, de dire ce qui était requis pour rétablir le calme. L'attente était claire car elle avait été renforcée de nombreuses fois auparavant, excuse-toi. Arrange les choses. Passe à autre chose. Cette fois, le coup de la soumission était énoncé ouvertement plutôt que sous-entendu, et cette honnêteté a changé quelque chose. J'ai réalisé que le problème n'était plus le désaccord ou le ton, mais le contrôle exercé sans discussion. J'ai dit doucement, d'accord. Les mots se sont posés sur la table avec plus de poids que n'importe quel argument que j'avais avancé. Mon père a hoché la tête,
satisfait que l'affaire soit résolue. Diane s'est détendue, confiante que le résultat confirmait sa position. Le déjeuner s'est poursuivi dans un silence tendu, bien que la décision ait déjà été prise. Rien d'autre n'a été discuté, car rien d'autre n'importait. Les lignes avaient été clairement tracées, et pour la première fois, j'ai compris exactement où je me situais. Ce soir-là, la menace du déjeuner est devenue une action réelle. La maison semblait différente après notre retour, pas tendue de manière dramatique, mais installée, comme si une décision avait déjà été absorbée par les murs. Personne n'est revenu sur ce qui avait été dit à table. Il n'y a pas eu de voix élevées, pas de tentative de négociation, pas de signe d'hésitation. Mon père se déplaçait avec une certitude tranquille, passant des appels téléphoniques derrière des portes closes, envoyant des messages qui n'étaient jamais destinés à mes yeux. Je n'ai pas demandé ce qu'il faisait, car l'objectif avait déjà été énoncé assez clairement plus tôt dans la journée. À la tombée de la nuit, il est devenu évident que ce n'était pas une période de réflexion. Mon père avait pris des mesures juridiques concrètes pour me retirer de la fiducie, agissant comme si l'autorité seule suffisait comme justification. Il n'y a pas eu de conversation de suivi, aucune explication offerte et aucune possibilité de répondre. Il opérait en supposant que son rôle lui donnait le droit d'agir d'abord et de clarifier plus tard, confiant que les conséquences pourraient toujours être gérées une fois la soumission rétablie. Ma mère n'est pas intervenue. Elle n'a pas contesté la rapidité de la décision ni demandé s'il était approprié d'avancer sans préavis. Elle est restée silencieuse, n'offrant ni accord ni résistance, ce qui, en pratique, a permis à tout de se dérouler comme prévu. Son silence avait du poids car il confirmait que cela n'était pas traité comme un différend émotionnel, mais comme une mesure corrective. L'absence de doute de sa part a clairement montré que la légalité n'était pas une préoccupation que quiconque se sentait obligé d'aborder. Cette prise de conscience s'est faite lentement mais fermement. Ce n'était pas un conflit temporaire destiné à me ramener dans le rang par la pression. C'était une punition conçue pour renforcer la hiérarchie, pour démontrer ce qui se passait lorsque les attentes n'étaient pas satisfaites. Le passage de l'argumentation à l'application était délibéré, et il a dépouillé la situation de toute ambiguïté restante. J'ai compris alors que la famille n'attendait pas de réconciliation. Ils allaient de l'avant comme si le résultat était déjà justifié. Je suis restée silencieuse tout au long de la soirée, non pas parce que j'étais incertaine, mais parce qu'il n'y avait plus rien à expliquer. Toute tentative d'argumenter aurait été interprétée comme de la défiance, et toute tentative d'appel aurait été présentée comme de la faiblesse. Je reconnaissais trop bien le schéma pour y retomber. Ce n'était pas un moment qui appelait à la persuasion, mais un moment qui exigeait de la clarté sur mes propres limites. Plus tard dans la nuit, j'ai emballé mes affaires avec soin, en me concentrant uniquement sur ce qui était nécessaire. Je ne me suis pas précipité et je n'ai pas hésité. Chaque objet que j'ai choisi reflétait une décision de me retirer sans spectacle ni confrontation. J'ai évité les espaces communs, évité les conversations et évité l'impulsion de justifier mon choix. Partir tranquillement me semblait plus honnête que d'engager une discussion qui avait déjà été réglée sans moi. Il n'y a pas eu de conversation finale avant que je ne sorte. Mon père n'a pas demandé où j'allais et ma mère ne m'a pas arrêté. Leur manque de réaction a confirmé ce que j'avais déjà compris. À leur avis, la situation avait été résolue et ma présence n'était plus requise. J'ai fermé la porte derrière moi sans en faire toute une histoire, parce que je n'avais plus rien à prouver. Ce n'est qu'après mon départ que toute l'ampleur de ce qui s'était passé est devenue claire. Le conflit avait franchi une ligne, passant d'un désaccord familial à une conséquence juridique. Ce qui avait commencé comme une pression à une table de déjeuner avait évolué en une action irréversible entreprise sous l'hypothèse d'un contrôle incontesté. La composante émotionnelle avait été supprimée, remplacée par des décisions formelles qui auraient des effets durables. Je n'ai pas ressenti de colère à ce moment-là. Ce que j'ai ressenti, c'était une reconnaissance. Le système auquel j'avais passé des années à m'adapter avait finalement montré ses limites, et ces limites n'incluaient pas de place pour moi à moins que je ne me conforme complètement. Le calme de cette prise de conscience était plus lourd que n'importe quel argument, car il confirmait que la relation s'était transformée en quelque chose qui ne pouvait être réparé par la seule conversation. À la fin de la nuit, la situation ne concernait plus les rôles familiaux ou les désaccords personnels. C'était devenu une question d'autorité exercée sans retenue et de conséquences qui se déploierait bien au-delà de cette soirée. J'ai compris alors que tout ce qui suivrait ne serait pas résolu en privé, car les choix faits avaient déjà poussé tout cela dans un territoire différent. Le lendemain matin,
un seul appel téléphonique a changé tout l'équilibre du pouvoir. Je m'étais à peine installé dans le calme d'une nouvelle matinée lorsque mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli l'ignorer, supposant que c'était une autre tentative pour me ramener dans une conversation que je n'étais plus disposé à avoir. Au lieu de cela, j'ai répondu non par espoir, mais par habitude. La voix à l'autre bout du fil s'est présentée comme l'avocat de mon grand-père, maître Martin Dubois, et il parlait avec un degré d'urgence qui le distinguait immédiatement de tous ceux qui m'avaient contacté récemment. Il a expliqué qu'il avait été alerté d'une activité concernant la fiducie familiale tard la veille au soir. Son ton était mesuré, professionnel, mais il n'a pas tenté d'adoucir ce qu'il s'apprêtait à dire. Il m'a dit qu'il avait passé les premières heures de la matinée à examiner les documents originaux de la fiducie dans leur intégralité, y compris des amendements qui n'avaient pas été discutés ouvertement au sein de la famille. Selon lui, ce qui avait été tenté n'était ni un malentendu, ni une décision discrétionnaire. C'était un manquement direct à l'autorité accordée aux personnes gérant la fiducie. C'était la première fois que quelqu'un prenait le temps de m'expliquer la fiducie en termes clairs. Maître Dubois a souligné pourquoi mon grand-père l'avait créée, insistant sur le fait que son but n'était pas le contrôle ou l'effet de levier, mais la protection à long terme de bénéficiaires spécifiques. La structure était intentionnelle, conçue pour empêcher les décisions impulsives motivées par des conflits familiaux plutôt que par la responsabilité. Jusqu'à ce moment, je n'avais connu la fiducie que comme quelque chose dont on parlait vaguement, toujours présenté comme un privilège qui pouvait être retiré à tout moment. Il m'a ensuite expliqué la clause qui a tout changé. Le document stipulait explicitement que je ne pouvais en aucun cas être retiré en tant que bénéficiaire, à moins que je ne soumette personnellement une demande écrite de retrait. Il n'y avait aucune exception, aucune échappatoire discrétionnaire et aucune autorité accordée pour passer outre cette condition. Le langage était précis, ne laissant aucune place à l'interprétation ou à la justification émotionnelle. L'entendre expliquer si clairement, c'était comme entrer dans une pièce où les lumières avaient enfin été allumées. Maître Dubois a été prudent dans ses paroles lorsqu'il a parlé des actions de mon père. Il ne l'a pas accusé sur le plan émotionnel, ni n'a spéculé sur ses intentions. Au lieu de cela, il a exposé les faits. En tentant de me retirer sans mon consentement, mon père avait violé les termes de la fiducie et outrepassé son autorité légale en tant que gestionnaire. Cette violation était suffisamment importante pour déclencher de graves conséquences, y compris la perte potentielle de son rôle dans la supervision de la fiducie. En écoutant, il est devenu clair que ce qui s'était passé n'était plus un désaccord familial présenté comme une mesure disciplinaire. C'était un abus de pouvoir juridique avec des preuves documentées. La fiducie n'était pas conçue pour récompenser l'obéissance ou punir la résistance. Elle était conçue pour survivre aux conflits personnels, et mon grand-père avait anticipé exactement ce genre d'abus lorsqu'il a mis en place ces protections. J'ai demandé à Maître Dubois ce que cela signifiait pour moi, m'attendant à des complications ou des conditions. Sa réponse a été calme et directe. Mon statut au sein de la fiducie restait inchangé. Aucun document déposé contre moi n'avait de valeur juridique. Plus important encore, la tentative de modifier ma position avait créé un dossier qui ne pouvait pas simplement être effacé ou expliqué plus tard. La ligne avait été franchie, et on ne pouvait pas revenir en arrière. Quand l'appel s'est terminé, je ne me suis pas senti soulagé comme on l'imagine souvent. Ce que j'ai ressenti, c'était de la clarté. La famille n'avait pas seulement essayé de me mettre la pression émotionnellement, elle avait agi en supposant que le pouvoir excusait la légalité. Cette supposition était fausse. Les conséquences n'étaient plus hypothétiques. Et pour la première fois, j'ai compris que le système que mon grand-père avait construit n'était pas fragile. Il était ferme, délibéré et maintenant pleinement visible pour moi. Je suis resté assise avec cette prise de conscience en silence, sachant que rien ne redeviendrait comme avant. La vérité sur la fiducie avait changé plus que ma compréhension de l'argent ou des documents. Elle confirmait que la limite franchie était réelle, mesurable et n'était plus quelque chose qui pouvait être rejeté comme une affaire de famille privée. Une semaine plus tard, le ton au sein de ma famille avait complètement changé. Le premier message est venu de papa. Il était bref, prudent et sensiblement plus doux que tout ce qu'il avait dit auparavant. Il ne m'a accusé de rien, ni n'a répété les mots qu'il avait utilisés à table. Au lieu de cela, il a demandé comment j'allais et a suggéré que nous parlions bientôt, présentant cela comme de l'inquiétude plutôt que de l'autorité. Le changement était subtil mais indubitable. Pour la première fois, il choisissait ses mots avec soin,
comme si chaque phrase portait un poids qu'il ne pouvait plus contrôler. Maman a suivi peu de temps après, bien que son approche soit différente. Elle n'a pas posé de questions sur mes sentiments ni essayé de renouer émotionnellement. Son attention était pratique, presque anxieuse. Elle a mentionné les formalités administratives, les délais et l'incertitude quant à ce qui pourrait arriver ensuite. Il était clair qu'elle ne pensait plus en termes de discipline familiale, mais en termes d'exposition et de risque. La confiance qu'elle avait autrefois dans la décision de papa semblait remplacée par un malaise, et elle posait des questions sans attendre de réponses claires. Diane m'a contacté plus tard dans la journée. Quand elle a parlé, la certitude qu'elle avait montrée au déjeuner avait disparu. Elle ne défendait plus sa décision, ni n'insistait sur le fait qu'elle avait eu raison. Au lieu de cela, elle a tourné autour du pot, reconnaissant que les choses avaient dégénéré plus vite que prévu. Elle a admis que la vente de la propriété avait créé des complications qu'elle n'avait pas anticipées et que la situation semblait maintenant instable de manière qu'elle ne pouvait pas régler seule. Entendre de l'hésitation dans sa voix était nouveau, et cela en révélait plus que n'importe quelles excuses n'auraient pu le faire. Au cours des jours suivants, la famille a tenté de réinitialiser le récit sans aborder ce qui s'était réellement passé. Des suggestions ont été faites de se rencontrer en privé, de garder les choses informelles et d'éviter toute implication extérieure. Le langage s'est orienté vers le compromis, même si personne n'a ouvertement reconnu la violation qui avait causé la panique. Il parlait comme si le temps lui-même pouvait annuler les conséquences, à condition que tout le monde accepte de baisser le ton et d'arrêter d'aller de l'avant. J'ai écouté tout cela sans répondre directement. Je n'ai pas accepté de les rencontrer, ni n'ai rejeté leurs offres catégoriquement. Le silence est devenu ma seule réponse non pas comme une stratégie, mais comme une limite. Je n'étais plus disposé à négocier. Chaque message sans réponse semblait augmenter leur urgence. Les relances arrivaient plus vite, formulées plus doucement, enrobées de l'assurance que plus personne ne voulait de conflit. Ce qu'ils ne semblaient pas comprendre, c'est que l'absence de ma réponse n'était pas de la confusion ou de l'hésitation. C'était de la clarté. Pendant des années, on s'attendait à ce que je réagisse rapidement et que je m'explique, que j'arrange les choses avant que le malaise ne se propage trop loin. Cette fois, j'ai choisi l'immobilité à la place. Cette immobilité a entièrement déplacé la pression, les forçant à assumer les conséquences de leurs propres décisions. Au fil de la semaine, le déséquilibre est devenu évident. Plus ils essayaient de reprendre le contrôle par la conversation, plus ils se sentaient exposés. Sans confrontation, sans voix élevée, la dynamique s'est inversée. Ils attendaient après moi, ajustant leur ton, mesurant leurs mots et reconsidérant des choix qu'ils avaient autrefois crus définitifs. À la fin de la semaine, rien n'avait été résolu. Aucun accord n'avait été conclu. Aucune compréhension n'avait été restaurée. Pourtant, le changement était indéniable. L'autorité qu'ils avaient autrefois assumée avait disparu, remplacée par une incertitude qu'ils ne pouvaient pas gérer. Mon silence n'a pas réparé la famille, mais il a révélé la peur sous la confiance sur laquelle ils s'étaient appuyés pendant si longtemps. Quelques semaines plus tard, le différend n'était plus contenu au sein de la famille. Ce qui avait été présenté comme un désaccord privé existait désormais dans des documents écrits, des avis officiels et un langage juridique qui supprimait toute ambiguïté restante sur ce qui se passait. J'ai appris que la clause de protection intégrée dans la fiducie avait été formellement activée non pas par l'émotion ou la persuasion, mais par la procédure. Le mécanisme existait précisément pour les situations où l'autorité était exercée au-delà de ses limites, et ce mécanisme n'exigeait pas mon consentement pour avancer. Papa a été officiellement déchu de son rôle de fiduciaire après qu'un examen interne a confirmé qu'il avait agi en dehors du champ de son autorité. La décision n'a pas été présentée comme une punition mais comme une application de la loi. Le langage était froid et précis, décrivant des violations du devoir de fiduciaire et des actions non autorisées qui contredisaient directement le document de gouvernance. Pour la première fois, la dynamique du pouvoir qui avait façonné ma famille pendant des années était sans pertinence. Ce qui importait, c'était ce qui avait été signé, enregistré et juridiquement contraignant. J'ai été nommé fiduciaire successeur selon les termes originaux. La nomination n'était pas symbolique, ni facultative. Le document stipulait clairement que si le fiduciaire en exercice enfreignait des conditions spécifiques, le contrôle passerait automatiquement au remplaçant désigné. Lire cette section semblait surréaliste car elle redéfinissait entièrement mon rôle. Je n'étais plus la personne censée accommoder ou absorber les décisions prises par d'autres.
J'étais maintenant responsable de veiller à ce que la fiducie soit administrée exactement comme prévu. Mes parents ont réagi rapidement en intentant une action en justice pour contester le changement. Leur plainte soutenait que j'avais manipulé le système juridique pour prendre le contrôle et que mes actions constituaient un abus des protections légales. Le dossier ne niait pas que papa avait pris des mesures pour me retirer, mais il tentait de recadrer ses actions comme des réponses justifiées à un conflit plutôt que comme des violations de devoirs. La plainte s'appuyait fortement sur l'intention et l'interprétation, suggérant que l'autorité au sein de la famille devrait l'emporter sur le strict respect de la structure juridique. De mon point de vue, l'argument passait complètement à côté de l'essentiel. La fiducie n'était pas un accord familial fondé sur la préférence ou la hiérarchie. C'était un instrument juridique créé pour empêcher exactement ce type de contrôle unilatéral. Les protections n'ont pas été activées par mes émotions ou mes réactions, mais par des actions documentées qui ont franchi des limites définies. Je n'ai pas initié le processus par vengeance. J'en suis devenu partie intégrante parce que la structure exigeait continuité et responsabilité. L'affaire a été portée devant les tribunaux peu de temps après. Des audiences ont été programmées, des dossiers ont été échangés et des délais ont été établis. Tout avançait à un rythme qui semblait à la fois lent et implacable. Chaque étape renforçait le fait qu'il ne s'agissait plus de réconciliation ou d'excuses. Il s'agissait d'interprétation de la loi, de respect des normes fiduciaires et de responsabilité en vertu d'accords contraignants. Tout au long du processus, j'ai maintenu une distance délibérée. Je n'ai pas pris contact, je ne me suis pas expliqué et je n'ai pas tenté de justifier ma position émotionnellement. Mon rôle exigeait de la clarté plutôt que de la persuasion. Le silence n'était pas de l'évitement, c'était un alignement avec la réalité que le différend s'était déplacé dans un domaine où les sentiments n'avaient aucune autorité. Après l'audience du tribunal, personne dans ma famille n'a pu conserver la position qu'il croyait autrefois permanente. Le jugement n'est pas venu avec drame ou voix élevée, mais son impact était indubitable. Le tribunal a confirmé la décision de retirer papa de son rôle de fiduciaire, confirmant que ses actions avaient violé les termes qu'il était obligé de suivre. Il n'y avait aucune ambiguïté dans le jugement, aucune place pour une interprétation façonnée par la hiérarchie familiale ou l'intention. Le document parlait clairement, et la loi a répondu en conséquence. Papa ne m'a pas parlé après l'annonce du jugement. Il n'y a pas eu d'excuse, pas de tentative d'expliquer ses choix, seulement un retrait visible qui pesait plus lourd que n'importe quelle confrontation n'aurait pu le faire. L'autorité sur laquelle il s'était appuyé pendant des années avait disparu, remplacée par une réalité juridique qu'il ne pouvait plus influencer. Maman est restée silencieuse également, sa confiance antérieure remplacée par une distance prudente qui suggérait qu'elle comprenait à quel point le résultat était définitif. Quelle que soit l'unité qu'il croyait autrefois contrôler, elle n'existait plus sous une forme significative. Diane a perdu plus qu'elle ne s'y attendait. Sans la protection qu'elle avait toujours supposée rester intacte, son influence s'est rapidement estompée. Les décisions qu'elle prenait autrefois sans discussion étaient désormais soumises à examen, et les privilèges qu'elle tenait pour acquis ont discrètement disparu. Personne n'a annoncé ce changement à voix haute, mais c'était évident dans la façon dont les conversations cessaient de l'inclure, dans la façon dont la certitude a quitté sa voix. Le filet de sécurité qui l'avait entouré pendant si longtemps n'était plus là pour adoucir les conséquences. La famille elle-même s'est fracturée de manière irréparable. La confiance, une fois érodée, n'est pas revenue après le verdict. Il n'y a pas eu de rassemblement pour restaurer la normalité, pas d'effort partagé pour reconstruire ce qui avait été brisé. Chaque personne s'est retirée dans sa propre version de l'histoire, incapable de la réconcilier avec la vérité documentée présentée au tribunal. Ce qui restait n'était pas de la colère, mais une distance qui semblait délibérée et permanente. J'ai conservé le contrôle de la fiducie exactement comme la structure juridique l'exigeait. Pourtant, détenir cette autorité ne ressemblait pas à une victoire. C'était une responsabilité acceptée avec clarté plutôt qu'avec célébration. J'ai choisi de couper le contact avec ma famille, non par vengeance, mais comme une limite nécessaire. Continuer des relations construites sur le déni aurait compromis tout ce que le processus avait clarifié. M'éloigner était le seul moyen de garantir que le cycle ne se répéterait pas sous un prétexte différent. Le compromis à long terme ne crée pas la paix lorsque l'équité est constamment refusée. Il enseigne seulement à ceux qui sont au pouvoir que le déséquilibre n'entraîne aucune conséquence. La loi existe pour protéger les individus qui manquent d'autorité au sein de leur propre famille, surtout lorsque la loyauté est utilisée comme un levier. Les limites n'ont d'importance que si elles sont appliquées